Bonjour et bienvenue dans cette séance de révision qui va concerner l'unité ATC à fonction alimentée pour le compte des deuxièmes bacs STE. Dans ce cours, on va voir et passer en revue les lois et les théorèmes fondamentaux de l'électrocinétique. Donc, avant de commencer, on va procéder à quelques définitions pour acquérir du vocabulaire qui peut nous servir par la suite. Pour commencer, on va voir la notion de réseau électrique. Donc, un réseau électrique, c'est un ensemble d'éléments électriques reliés entre eux et susceptibles d'être parcourus par des courants. Et donc, un peu de terminologie, un réseau, on y trouve des nœuds, ça c'est un nœud c'est un point où concourent au moins 3 branches. Un dipôle, c'est un circuit ou bien une succession de circuits qui se trouve entre 2 nœuds. Une branche, c'est une succession de dipôles qui est délimitée par 2 nœuds, le premier nœud et le deuxième nœud. Et finalement, une maille, c'est une succession de branches en boucle fermée, donc qui fait une boucle fermée. Donc, pour illustrer ces notions, on va les appliquer au calcul des éléments, des courants, des tensions d'une alimentation stabilisée. Donc, vous avez ici le schéma d'une alimentation stabilisée. Vous avez une tension continue de 12 volts, une résistance de 0,2 ohms, 10 ohms, un transistor, donc pour la puissance de courant, un régulateur de tension et bien sûr une charge. Cette alimentation stabilisée permet, à partir de la tension continue ou faiblement ondulée de la tension ici qui est égale à 12 volts, d'obtenir une tension constante qui est toujours inférieure et dans ce cas, on désire avoir une tension de 5 volts. Donc, l'objectif qui nous intéresse ici, c'est de calculer les différents courants comme IE, le courant ici, le courant IR du régulateur, le courant de sortie IS, sachant que le courant du collecteur ici, il est donné. On désire aussi calculer les différentes tensions du circuit, la tension ici, aux bornes de la résistance de 0,2 ohm, la tension là, aux bornes de la résistance 10 ohms, la tension collecteur-émetteur du transistor, ces 3 tensions. Donc tout ça, ce sont des inconnus qu'on désire calculer. Et pour les calculer, on va faire appel aux lois de Kirchhoff. Donc lorsqu'on parle de loi de Kirchhoff, on parle de la loi des mailles et la loi des nœuds, comme vous le savez. La loi des nœuds, c'est lorsqu'on a un nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. La loi des mailles, lorsqu'on prend une maille, c'est-à-dire une succession de branches fermées, la somme des tensions, la somme algébrique, c'est-à-dire ça dépend du sens, des tensions de cette maille en parcourant un sens choisi au hasard, un sens positif, est nul. Donc les tensions qu'on retrouve avec le sens de rotation arbitraire, elles sont comptées positivement, et les tensions qui sont contraires au sens de parcours conventionnel qu'on a choisi, elles sont comptées négativement. Donc ici, on va essayer de commencer à calculer ces différentes inconnues. Donc ici, le circuit, on n'a pas besoin de prérequis concernant le transistor, le régulateur, etc., puisqu'on va uniquement utiliser les lois de Kirchhoff, les lois et la loi d'Ohm. Donc ici, on va commencer, on remarque qu'ici, il y a un courant IE à calculer. Ici, il y a un courant IB qui est égal à
30 milliampères ou bien 0,03 ampères. Ici, c'est un courant inconnu, donc il faut choisir la première donnée à calculer. On va commencer par calculer la tension aux bornes on va commencer par calculer le courant ici, en appliquant la loi des nœuds. Le transistor, il n'accumule pas de charge, donc la loi des nœuds reste valable, à savoir le courant IE, il rentre, on va le considérer comme un nœud, il est égal au courant IC plus le courant IB. Donc si on fait la somme de IC et d'IB, ça va nous donner un courant IE qui est égal à 3,03 ampères. Ensuite, puisqu'on vient de déterminer le courant IE, on va essayer de calculer cette tension-là. Donc, on connaît IE qui y circule, on connaît la résistance concernée, donc on va appliquer simplement la loi d'Ohm qui dit que la tension aux bornes d'un dipôle, le dipôle ici c'est la résistance, elle est égale à la résistance fois le courant. Donc si on multiplie 0,2 ohm fois 3,03 ampères, on va obtenir une tension de 6,06 volts. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de calculer cette tension puisque on vient de calculer celle-là et on va utiliser cette maille. Donc cette maille, on va choisir un sens arbitraire, supposons celui-là, et on va écrire que 0,7 plus 6,06 égale à cette tension. Donc cette tension, elle est égale à 6,76 volts. On continue par le calcul de ce courant-ci, puisque on vient de calculer cette tension, on connaît cette résistance dont la valeur elle est égale à 10 ohms, donc il suffit de diviser la tension par la résistance, toujours selon la loi d'Ohm, pour obtenir le courant qui circule dans cette branche. Et donc 6,76 divisé par 10, ça va donner un courant de 0,676 ampères ou bien 676 milliampères. À ce niveau-là, on a ici un nœud. Donc le nœud, la loi des nœuds, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Le premier courant entrant, c'est IB. Le deuxième courant entrant, c'est celui qu'on vient de calculer. Et le courant sortant, qui va être la somme des deux, c'est IR. Donc IR, il va être égal à IB plus ce courant, c'est-à-dire 30 milliampères plus 676 milliampères. Donc, 30 milliampères plus 676 milliampères, ça va donner 706 milliampères. Donc, il nous reste deux grandeurs à calculer, la tension aux bornes du transistor et le courant de sortie. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, le courant IR, il rentre dans le régulateur. Le courant de polarisation, il est à peu près égal à 0, il est négligeable. Et d'où le même courant IR qui rentre, il sort à la sortie du régulateur. On retrouve ici un nœud. La loi des nœuds dit que, je le rappelle toujours, la somme des courants entrants, elle est égale à la somme des courants sortants. Le premier courant entrant, c'est IC. Le deuxième courant entrant dans ce nœud, c'est IR. Le courant sortant, c'est IS. Donc IS égale à IC plus IR, qui va nous donner une valeur de 3,706 ampères. Et finalement, on nous demande de calculer la tension. Voilà, la tension, je l'ai passée. La tension collecteur-émetteur au bord du transistor, on va utiliser cette grande maille. On part d'ici, on va ici et on revient là. D'accord? Donc, la loi des mailles, elle dit qu'on va choisir un sens de parcours aléatoire. Supposons qu'on va choisir le sens positif, c'est celui-là. Et on ferme la boucle en comptant les tensions qui sont dans le sens qu'on a choisi positivement et les tensions qu'on retrouve inversement au sens qu'on a choisi négativement. Et on commence, on va dire que VE,
moins, c'est-à-dire 12 volts, moins 6,06, moins VCE, moins 5 volts, on a fini la maille, égale à 0. Donc, VCE, la tension qu'on recherche, elle est égale à 12 moins 6,06 moins 5, ce qui donne une tension qui est égale à 0,94 volts. On passe maintenant on va exposer le théorème de Thevenin et le théorème de Norton. Ce sont deux théorèmes qui sont assez intéressants dans la mesure où ils permettent de simplifier l'étude des circuits qui sont un peu compliqués. Donc, ils les simplifient. Le principe du théorème de Thevenin, c'est que tout circuit qui débite dans une charge, il peut être réduit à un seul générateur de tension idéal, qui a une force électromotrice en volts déterminée, en série avec une résistance équivalente au circuit. Donc, on va appliquer le principe de fonctionnement du théorème de Thevenin à un convertisseur à réseau R2R. Donc, vous en aurez besoin. Donc, on va faire les calculs maintenant. Le circuit, c'est celui-là. On demande d'établir le modèle équivalent de Thevenin entre E et M. C'est-à-dire que tout ce circuit qui est là, il va être équivalent à un seul générateur de tension en série avec une résistance. Donc, comment on va faire? On va commencer de ce côté. Donc, on va commencer par couper le circuit à ce niveau-là, calculer le générateur de Thevenin équivalent à ce petit circuit, le remettre et aller avec le même raisonnement de proche en proche jusqu'à définir ou bien obtenir le générateur de Thevenin global entre E et la masse. La masse, c'est M, c'est le même point, c'est le point 0 volt. Ils sont tous reliés. Avant cela, on va commencer par modéliser ces interrupteurs. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? L'interrupteur A0, lorsqu'il est à 1, le potentiel ici, il est égal à U référence, et lorsqu'il est à 0, le potentiel de ce point, il est égal à 0 volt. Donc, on peut combiner ces deux cas de figure, ces deux cas de fonctionnement, en un seul cas, en disant que le potentiel ici, entre ici et la masse, il est égal à A0 fois U référence. Si A0 c'est 0, il est ici. Si A0 égale à 1, il est sur V référence. Et on obtient donc le circuit équivalent. Une première approximation, ici, comme je viens de le dire, c'est un générateur A0 U référence. Il peut être égal à U référence lorsque A0 est égal à 1. Il peut être égal à 0 lorsque A0 est égal à 0. La même chose pour les autres générateurs. Donc, on commence pour appliquer le modèle équivalent de Thevenin. La première étape, on coupe à ce niveau. Et on va définir le générateur de Thevenin qui est équivalent à cette partie du circuit. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on coupe ici, on est à vide, on enlève toute la charge, tout ce qui est à gauche, on l'enlève, et on calcule la tension ici à vide. Donc, cette tension, on remarque que c'est la tension au bord de la résistance. Donc, en appliquant le diviseur de tension, c'est 2R sur 2R plus 2R fois A0 U référence. C'est-à-dire, c'est A0 U référence sur 2. Voilà. La résistance équivalente, comment on la calcule? On éteint le générateur indépendant, on le court-circuite, et donc, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau vu de gauche? On voit deux résistances en parallèle, dont chacune a une valeur qui est égale à 2R. Donc, c'est la résistance équivalente, c'est la moitié, donc c'est R. Elle est ici. On remet par la suite le reste du circuit qu'on avait débranché. Donc, il est là, à partir du point C. Donc, j'ai regardé le point C. Ensuite, on fait la même chose en coupant à ce niveau-là.
en coupant à ce niveau-là. Donc ici, R et R, ils sont en série, ça va donner 2 R. Et on coupe ici, donc le circuit devient comme celui-là. Donc ici, on va couper à ce niveau, on va enlever tout ce qui est à gauche, c'est la charge, et on regarde, on cherche le générateur de Thevenin équivalent au circuit qui est à gauche. Donc c'est la deuxième étape. Donc ici, on coupe, on enlève la charge et on regarde ce qui reste ici. Ici, par exemple, on va utiliser le théorème de superposition. Le théorème de superposition, on éteint un générateur en ne gardant que l'autre, on calcule la tension qu'on désire, puis on éteint le générateur avec lequel on vient de travailler et on allume l'autre et on applique, on calcule la tension, la deuxième portion de tension qui est ici, et finalement, lorsqu'on a travaillé avec tous les générateurs, on fait la somme et ça nous donne la tension totale. Donc ici, ça va nous donner 2R et 2R. Lorsqu'on éteint celui-là, ça va nous donner A0 U référence sur 4. Et lorsqu'on éteint celui-là et on allume celui-là, ça va nous donner A1 U référence sur 2. Donc ce qui va nous donner le circuit, une tension A1 U référence sur 2 plus A0 U référence sur 4. Avec la résistance équivalente, c'est R plus ce R, ça donne 2R. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le schéma équivalent final qui est, donc en appliquant le meilleur raisonnement de proche en proche, nous obtenons le circuit de Thevenin équivalent entre E et M, qui est celui-là. Ici, c'est la résistance de Thevenin RTH qui est égale à R. Ici, c'est la tension équivalente de Thevenin qui est égale à 3 U référence sur 2 plus A2 U référence sur 4 plus A1 U référence sur 8 plus A0 U référence sur 16. Et ce résultat, il est très important pour les convertisseurs numériques analogiques que vous allez voir bientôt. Donc, l'équivalence Thevenin-Norton, lorsqu'on a trouvé le générateur de Thevenin équivalent à un circuit, il est aisé de passer du modèle équivalent de Thevenin au modèle équivalent de Norton en utilisant une correspondance. Ici, c'est le générateur linéaire de Thevenin avec ETH et RTH. On le convertit directement en générateur de courant dont la valeur du courant elle est égale à cette tension de Thevenin sur la résistance de Thevenin, dont la résistance équivalente qui est parallèle pour le générateur de courant, elle est égale à RTH, elles sont égales, RTH et Rn pour Norton, et à la sortie, on a le même courant et la même tension, puisque les deux montages sont équivalents. Ensuite, on va appliquer et rappeler plutôt les théorèmes de superposition et de Millman, et on va les appliquer à un amplificateur différentiel. Donc le schéma de l'amplificateur différentiel, il est là. Seule chose à savoir, c'est que epsilon égale à 0. Le courant I- ici, il est nul. Le courant I+, qui est le courant d'entrée de la borne non inverseuse, est nul. C'est noté ici. Et on va donc, puisque epsilon égale à 0, c'est-à-dire que V- égale à V+. On calcule V+ à part, V- à part, on fait l'égalité et on tire l'expression de notre circuit, de la tension de sortie. Donc, l'expression de V+, ici, I+, il est égal à 0, donc le même courant dans R2 et RG, donc on peut appliquer le diviseur de tension qui va dire que V+ égale à RG sur R2 plus RG fois V2. V2, c'est la tension entre ce point et la masse. C'est la tension globale ici. L'expression de V- cette fois, on peut le faire de deux façons. Soit par superposition, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça va nous donner que V-, si on éteint celui-là, ça sera égal à RF sur R1 plus RF fois V1, plus on éteint celui-là et on allume celui-ci, R1 sur R1 plus RF fois VS, et on simplifie le calcul, etc. Sinon, on peut calculer V- à l'aide du théorème de Millman qui dit qu'en ce point, la tension C, elle est égale à toutes les tensions qui y contribuent, divisées par les résistances à travers lesquelles elles arrivent à moins, sur l'inverse de toutes les résistances qui contribuent à l'alimentation de ce point.
Et donc, ça va se traduire par V- égale à V1 sur R1 plus Vs sur Rf, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur Rf. On développe et on simplifie. Et bien sûr, on exploite le fait que V plus égale à V-, et tout calcul fait, on obtient que Vs égale à V2, facteur de Rf plus R1 fois Rg, sur Rg plus R2 fois R1, moins V1 fois Rf sur R1. Avec un choix adéquat des résistances Rf, R2 et R1, Rg, on peut arriver au fait que Vs il est égal à V2 moins V1, donc c'est un soustracteur. Donc merci pour votre attention et à une prochaine leçon, Inch'Allah. Donc merci pour votre attention et à une prochaine leçon, Inch'Allah.